RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Laetitia, dans l'immédiat, on va découvrir cette association qui s'appelle le Graal. Oui, le Graal, pour Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, c'est une association qui donne une seconde vie aux animaux de laboratoire. Et d'ailleurs, en un an, 109 animaux ont trouvé une famille grâce au Graal et à l'association avec la SPA. Et nous avons avec nous le docteur Amélie Romain, chargée des réhabilitations au Graal. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, le Graal donc est une association de protection animale, donc plusieurs missions, dont la réhabilitation des animaux de laboratoire. Quels sont les animaux à qui vous offrez une seconde vie et comment faites-vous ? Alors, l'association Graal, en effet, s'est spécialisée depuis 2005 dans la réhabilitation d'animaux issus de laboratoire. C'était tout d'abord dans une volonté d'éviter justement l'euthanasie des animaux en bonne santé, qui était alors encore trop souvent systématique. Et cela peut concerner tous les animaux qui sont impliqués en fait dans les études. Donc, même les rats ? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, on a principalement les chiens, quelques chats, mais aussi des furets, des cochons d'Inde, des rats, des chevaux pour les gros animaux, des animaux de ferme et aussi des primates. D'accord. Et alors, comment faites-vous alors, vous faites pas des commandos où vous allez voler ces animaux. Vous travaillez avec les laboratoires. Tout à fait. Tout se fait en partenariat avec les laboratoires et avec les structures d'accueil. Donc, en fait, le placement des animaux en fin de protocole est autorisé par la législation, mais n'est pas obligatoire. Donc, on travaille avec des laboratoires qui sont volontaires pour nous confier leurs animaux, pour que nous puissions justement leur donner une retraite, leur choisir un lieu de retraite adéquat. Et vous arrivez à bien convaincre les laboratoires ? Est-ce qu'ils sont ouverts à ça ? Alors, forcément, les premières années, c'était un petit peu difficile. Il a fallu le temps de gagner leur confiance aussi, puisque en tant qu'association de protection animale, parfois le dialogue n'est pas simple. Mais je pense que depuis, tous nos interlocuteurs sont convaincus de la démarche, du fait que on le fait pour les animaux qui sont concernés. Maintenant, les laboratoires aussi font de plus en plus appel à nous, justement parce que au niveau de leur personnel, souvent les chercheurs, les techniciens qui s'occupent des animaux tous les jours souhaitent aussi savoir qu'ils peuvent après profiter d'une vie après les protocoles. Oui. Et donc c'est vrai qu'au début on avait seulement 1 ou 2 laboratoires qui acceptaient de travailler avec nous. Et maintenant, on est à plus d'une 60aine d'unités de recherche, aussi bien laboratoires privés que publics. Donc, de plus en plus de demandes, en effet, de la part des équipes. C'est super ça. Alors, vous avez annoncé cette semaine que vous avez placé 109 chiens et chats, donc issus de laboratoires, qui ont été adoptés par des familles grâce à vous et grâce à la SPA aussi, parce que vous avez un partenariat avec la SPA. Alors, c'est vrai que ces animaux, ces chats, ces chiens. Alors, les chiens, ce sont surtout des beagles, hein. Oui, tout à fait. Oui. Majoritairement des beagles et parfois quelques golden retrievers. D'accord. Alors, ces animaux n'ont pas connu de vie de famille. Ils ont vécu entre 4 murs, on va dire, enfin en laboratoire, soumis à des protocoles scientifiques. Alors, ils ont forcément des problèmes d'adaptation, on va pas dire de comportement, mais quand même. Quels sont les principaux problèmes que vous avez avec ces animaux qui n'ont connu que le laboratoire et jamais de vie de famille ? Alors c'est vrai que ces animaux ont été souvent soit en animalerie intérieure uniquement, donc en chenille, soit parfois avec un accès extérieur, mais ils ne connaissent rien de la vie de famille classique. Donc on demande toujours aux refuges qui accueillent ces animaux justement de prendre compte de leur historique également, et donc justement de prendre du temps avec eux. Alors souvent ils ne sont pas très craintifs auprès de l'homme puisqu'ils ont bien l'habitude d'avoir été manipulés. Oui. Ils vivent bien en groupe avec les autres chiens, puisqu'ils ont aussi toujours vécu avec d'autres chiens. Mais par contre, c'est vrai que les bruits de l'environnement du quotidien, ça peut les déstabiliser. Donc en général, ce qu'on rencontre, c'est des chiens qui sont un petit peu craintifs par rapport à la découverte du nouvel environnement, qui peuvent être aussi un petit peu craintifs dans le fait de voir de nouvelles personnes et surtout de nombreuses personnes, des enfants. Des enfants, oui, parce qu'il
effectivement l'habitude. Mais surtout, ce qu'on a observé, c'est une très grande résilience des animaux. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent très très vite. Nous, les chiens les plus jeunes qui sortent des laboratoires ont 6 mois, mais les plus âgés ont plus de 10 ans. Et pour autant, ils ont quand même réussi tous à s'adapter. Et le maître mot est vraiment la patience et justement les mettre en confiance. Mais pour les refuges, finalement, les retours que l'on a de la part des refuges, c'est que finalement, ces animaux-là sont parfois plus simples à gérer que d'autres animaux qui peuvent avoir. Parce qu'ils ont été manipulés tout le temps. Bien sûr, oui. Ils ont l'habitude de voir des humains. Et au point de vue affectif, comment sont-ils avec leur famille ? Alors souvent donc ils sont un petit peu en retrait au début, un petit peu craintifs, et après ils deviennent très très demandeurs. Très demandeurs d'affection. Oui, très demandeurs d'affection. On a des retours dans les familles, donc de gens qui nous disent les premières semaines en général, en effet un petit peu de temps, un petit peu craintifs avec l'arrivée de nouvelles personnes, et après très demandeurs envers les membres de la famille et même de façon générale. Et est-ce que les familles qui adoptent ces beagles ou autres chiens ou chats d'ailleurs issus de laboratoires sont suivies ? Est-ce qu'on leur donne des conseils ? Oui, alors justement, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de travailler avec des refuges comme l'ASPA, mais on a aussi d'autres refuges partenaires indépendants, puisque justement, en fait, ces refuges vont déjà pouvoir choisir la famille d'accueil qui conviendra à ces animaux. Nous, on fournit un guide conseil pour les adoptants qui ont des animaux issus de laboratoire. Donc, on a créé un petit livret spécifique pour les chiens et un petit livret spécifique pour les chats, pour en gros expliquer aux personnes à quoi s'attendre. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un animal de laboratoire, et donc justement ces refuges font aussi le suivi après le placement pour s'assurer que tout se passe bien. Et nous, notre récompense, c'est quand les personnes nous disent en gros 3 mois après, les gens sont incapables de savoir d'où vient le chien ou le chat. Ça pour nous, c'est ça veut dire qu'il s'est vraiment adapté. Il y a vraiment de la résilience chez les animaux. C'est incroyable. Et alors, je sais que vous faites aussi les gros animaux comme les chevaux. Parce que alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des chevaux de laboratoire. Alors d'où viennent-ils et qu'est-ce que vous leur prévoyez comme retraite entre guillemets ? Alors, les chevaux sont utilisés donc dans des protocoles de production de vaccins antirabiques, antitétaniques ou encore dans les antivenins. Donc, en fait, tous les médicaments qui sont à destination de l'homme. Et donc, ces chevaux, contrairement aux chiens et chats, on n'a pas de refuge qui puisse accueillir un groupe de 15 ou 20 chevaux d'un coup. Donc là, c'est l'association qui prend en charge tout le placement. C'est-à-dire que les chevaux sont visibles sur notre site internet puisqu'ils sont encore au laboratoire au moment où ils sont disponibles à l'adoption. Voilà, ils sont en attente d'adoption en fin de compte ? Exactement, c'est ça. Et donc on a mis en place un réseau de bénévoles, donc des bénévoles ayant de bonnes connaissances justement dans les chevaux, pour faire des visites de pré-adoption, donc aller rencontrer les adoptants avant l'accueil, et des visites de suivi après l'adoption. Donc c'est-à-dire que les chevaux restent sous contrat de l'association pendant la première année pour s'assurer que tout se passe bien, aussi bien au niveau du bien-être du cheval que de la satisfaction de l'adoptant, parce que notre objectif c'est quand même qu'une fois que les chevaux sont cédés définitivement à leur propriétaire, que ce soit une cession définitive et que les gens les gardent jusqu'à la fin de leur vie. Donc souvent, comme ce sont en fait de jeunes trotteurs français, également qui ont l'habitude d'être manipulés, qui ne sont pas méfiants particulièrement avec l'homme, ils sont proposés à l'adoption donc auprès de particuliers, parfois auprès de quelques structures équestres professionnelles, et ils sont utilisés en général principalement en tant que chevaux de loisirs et certains juste en tant que chevaux de compagnie. D'accord. Bon, écoutez, si on veut adopter, vous avez un site internet où on peut... Tout à fait. Vous pouvez aller sur notre site internet www.graldefenseanimale.org et vous aurez donc la liste de tous nos refuges partenaires avec la liste des chiens qui sont disponibles à l'instant T, et vous verrez aussi tous nos chevaux qui sont disponibles à l'adoption. Voilà, donc je vous encourage à adopter ces animaux qui sont issus de laboratoires mais qui ont plein d'amour à donner. Tout à fait. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci Amélie.